Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première conférence de la rentrée académique dans le cadre de la série de conférences de Montréal en éthique de la santé. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Éric Racine, je suis professeur titulaire à l'Institut de recherche clinique de Montréal et aussi à l'Université de Montréal, aussi directeur de l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé de l'IRCM. J'espère que vous avez passé un bel été. On est vraiment content qu'on puisse se retrouver ainsi pour poursuivre nos discussions, nos réflexions, toujours en espérant que la série de conférences comble un certain besoin de discuter des aspects éthiques de la santé de manière qui est ouverte, de la manière qui est la nôtre dans cette série, c'est-à-dire de manière ouverte, publique, interdisciplinaire, hors des sentiers battus et un peu éclatés, mais quand même approfondis, parce qu'en sortant des sentiers peut-être parfois très académiques, ça nous amène aussi à se poser des questions dans le champ gauche, comme on aime dire. Comme vous le savez, notre thème cette année, c'est l'information en santé, et on se pose la question, est-ce que l'information est toujours le nerf de la guerre quand il vient le temps de discuter de questions d'éthique, d'organisation de soins, de qualité de soins, etc. Et jusqu'à maintenant, on a eu droit à une série de prestations qui concernent, par exemple, les pratiques de l'une de nos importantes agences d'évaluation des technologies et des soins et services de santé, l'INES. On a eu droit aussi à une discussion intéressante aussi sur l'information pour les patients atteints de conditions rares ou mal comprises. On a discuté de santé mentale au sein du milieu sportif et aussi de l'information en temps de pandémie, évidemment. Et donc, on poursuit sur cette lancée et aujourd'hui, pour nous accompagner, on a une nouvelle invitée, le professeur Rémi Gagnaire, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir un peu plus tôt cette année avec son équipe sur les questions liées à la transition, qui touche beaucoup aussi l'information liée à la transition de soins pédiatriques adultes. Et pour introduire notre conférencier, j'ai quelques mots. Je vais être bref. Rémi Gagnaire est médecin, professeur et directeur du LEPS, Laboratoire Éducation et Promotion de la Santé à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Pédagogue de la santé, ses travaux portent sur les systèmes et dispositifs et acteurs qui concernent ou qui concourent à l'apprentissage dans une perspective de promotion de la santé et d'autonomisation des acteurs. On a travaillé notamment aussi sur la transition de soins. Il étudie particulièrement ce qu'il appelle l'éducation thérapeutique du patient et l'éducation à la santé familiale. Donc, on va apprendre plus sur cette perspective aujourd'hui. Si j'ai bien compris aussi sur les risques associés à cette démarche pédagogique de l'éducation thérapeutique. Donc, bienvenue, professeur Gagnaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cette série. On a hâte d'apprendre et de vous écouter. Merci. Merci à vous, professeur Racine, et puis hâte d'apprendre et réciproquement, puisque j'espère que les questions qui clôtureront notre rencontre me bousculeront ou déstabiliseront mes acquis, si tant est qu'ils soient sûrs et certains. Alors, la prise de risque d'une pédagogie, c'est l'idée, comme on va le voir, de regarder l'éducation thérapeutique, sur laquelle je reviendrai, en termes d'apprentissage et comment ces apprentissages soutenus par une pédagogie peuvent finalement déconstruire ou déstabiliser des points de vue ou des systèmes en place. Alors, bon, l'éducation thérapeutique, c'est une pratique qui voilà, a pour but de favoriser les apprentissages des personnes ou de communautés pour, comme on dit, mobiliser des compétences en santé. Et la mobilisation de ces compétences en santé conduit à inférer qu'elles peuvent aider les personnes à mieux vivre une maladie de longue durée. Ça, c'était le rapport Europe-OMS. Et puis, en fait, on s'est aperçu que cette éducation thérapeutique concerne aussi des situations, on va dire, un peu transitoires, temporaires, situations de santé de courte durée, ce qui veut dire qu'on considère maintenant que finalement, être soigné et se soigner peuvent convoquer un rapport
d'éducation, d'apprentissage, quelle que soit la nature de la maladie, puisque finalement, l'enjeu, c'est l'intelligibilité de la situation. Alors, il est clair depuis à peu près 50 ans que cette pratique nommée éducation thérapeutique ou autrement, et qui a fait l'objet de nombreuses publications, a montré qu'elle existe, elle est à l'origine de multiples transformations personnelles côté patient, mais aussi soignant, professionnelles, puisqu'elle modifie les postures, et en tout cas, elle modifie les attitudes, et puis, elle vise à, quelque part, à avoir des effets sur l'organisation des soins, en particulier dans les structures de soins où sont délivrées, entre autres, cette éducation thérapeutique. Et puis, elle interroge le système de santé à travers, par exemple, une question qui consiste à dire, à partir du moment où on mise sur la compétence, l'intelligence des personnes, peut-on continuer à penser le système de santé tel qu'il est? Ça fait partie de ces questions un peu permanentes dès lors qu'on essaye de rendre plus intelligible auprès des personnes concernées les enjeux de santé qui les concernent. Donc, certains auteurs ont parlé d'une révolution silencieuse parce que finalement, elle traverse les pratiques, elle s'installe. Il n'y a pas un grand marketing, si on peut dire, de cette pratique. Et pourtant, comme on pourra le voir ou le discuter, elle traduit probablement la nécessité de changement au quotidien, dans ce que je qualifierais un banal quotidien. Alors, premier élément, c'est que côté Europe, et en particulier côté francophone, le choix du terme éducation thérapeutique vient du fait qu'on a nommé ce qui concerne l'intervention, la réponse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éducation thérapeutique a à voir avec le self-care, self-management, c'est-à-dire tout ce qui est le registre des auto-soins, phénomène qui finalement peut se caractériser par toutes les actions que conduit une personne pour se soigner, prendre soin de lui-même. Donc, quand on s'intéresse à l'éducation thérapeutique et que l'on cherche, par exemple, à savoir ce qui est publié à l'international, si on met que éducation thérapeutique, on risque d'avoir une recension des écrits faibles. Il faut donc ouvrir le champ à d'autres concepts. Et évidemment, on va s'associer le self-management support, qui sont, elles, qui s'intéressent aux conditions personnelles, familiales, environnementales, politiques même, qui favorisent l'acte d'autogestion par le patient d'une des parties de ses soins. Et donc, finalement, il faut bien comprendre cet enjeu sémantique qui a des origines culturelles et historiques, mais qui permet d'éviter finalement de réduire un champ de compréhension à travers l'énoncé. Voilà, donc point de vigilance à avoir dès lors qu'on s'intéresse à l'éducation thérapeutique, qui est une nomination, on va dire, un peu particulière donnée dans un contexte donné, en particulier Europe francophone. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est une pratique, hein. On va dire, c'est un champ d'études et de pratique, ce n'est absolument pas une discipline, et donc, en tant que champ de pratique et d'études, elle est largement influencée par des disciplines qui sont là sur cette diapo, santé publique, sciences humaines et sociales, et puis d'autres champs de pratique connexes, ce qu'on appelle la pédagogie médicale, que vous développez beaucoup au Canada, et puis sur quoi nous reviendrons, c'est l'engagement des patients, c'est-à-dire cette histoire, ce fait total, comme diraient les collègues spécialistes de ce champ, de la participation et de l'empowerment des personnes concernant en particulier l'enjeu de santé. Donc, elle s'intéresse et elle se positionne un peu comme la médecine de la personne à travers ce que la médecine de la personne énonce d'elle-même, hein, c'est-à-dire la subjectivation des malades, de leur entourage, des professionnels, à savoir les manières dont les personnes font l'expérience personnelle et sociale de la maladie. Et nous allons voir qu'il y a des répercussions en termes de compétences par rapport à on dirait, c'est un peu ce noyau dur de cette pratique de santé. Et incontestablement, elle va opérer des liens avec la médecine narrative. Donc, l'éducation thérapeutique n'est pas un trou noir, mais c'est un lieu d'influence important. Et comme toute pratique, elle essaye de se catégoriser, de se positionner à travers, on va dire, trois grandes positions. D'abord, côté soignant, ça va être une posture, une attitude éducative, c'est-à-dire un centre d'intérêt porté à ce que la personne
soigner comprend comment rendre intelligible une relation dans l'immédiateté des choses. Et puis, elle va se développer à travers des activités qui sont des temps plus dédiés, plus soutenus en termes de soutien à l'apprentissage et qui vont se développer dans différents micro-espaces du soin. Je prendrai comme exemple, par exemple, quelque chose qui peut paraître très banal et qui est, par exemple, comment aider une personne à comprendre comment on porte des bas de contention. En France, nous avons un problème tellement banal que personne ne s'en occupe, évidemment, qui est la malposition des bas de contention qui crée des phlébites ou qui crée des complications veineuses avec des répercussions sociales et économiques. Et puis, nous avons mis au point ce qu'on appelle des programmes d'éducation qui sont là des temps dédiés plus importants et qui sont des temps de soins, évidemment, puisque nous sommes dans une perspective de soins, mais qui sont absolument dédiés à l'apprentissage, à comprendre et s'expliquer, et puis développer des compétences. Alors, ces programmes doivent respecter un cahier des charges, en particulier en France, cahier des charges qui a été construit par des autorités régionales de santé. Et actuellement, nous portons 4300 programmes autorisés en France, ce qui n'est absolument pas grand-chose, mais qui signale, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de révolution silencieuse où, dans des espaces de soins très biomédicalisés, s'ouvrent à côté et parfois intégrer des programmes qui visent la subjectivation de la maladie par les personnes. Et enfin, pour aller jusqu'au bout, vous voyez, vous pouvez faire la conversion avec le dollar canadien, qui, je crois, aujourd'hui est à 1,32, si mes références sont bonnes. Nous sommes allés jusqu'à financer ces programmes autorisés. Alors, financer parce que c'est du temps, évidemment, mais c'est aussi pour porter un développement et un soutien au développement de cette pratique d'éducation thérapeutique. Donc, voilà, en fonction du nombre d'ateliers suivis, les communautés soignantes reçoivent un forfait financier à hauteur de 250 ou 300 euros. Alors, de mon point de vue, et ce qui m'intéresse dans l'éducation thérapeutique, c'est l'analyse à travers la pédagogie de la santé. Et à savoir, la pédagogie, c'est une science de l'intervention qui s'intéresse évidemment aux apprentissages que développe une personne, donc par rapport à sa santé ou une communauté, les membres d'une communauté. Ce qui est important dans une approche pédagogique, c'est son rôle d'explicitation des normes de santé, des modèles de rôle établis. C'est-à-dire que le processus d'explicitation de ce qui se joue est éminemment lié à l'apprendre et vise finalement à déconstruire pour reconstruire au regard de certaines conditions et certaines perspectives que se donne la personne soignée. Donc, la pédagogie de la santé, comme toute pédagogie, joue sur un double processus. Un processus que je qualifierais d'extérieur, c'est-à-dire nourrir par des connaissances, et Dieu sait qu'en ce moment, les connaissances, ce qui vaut d'être connu, d'être su, d'être peut-être intégré, intériorisé, semble important. Et puis un processus intérieur, c'est-à-dire venant de la personne dans un registre d'advenir-devenir qui l'on est, et l'on voit bien là ce double mouvement permanent qui anime la pédagogie, c'est-à-dire apporter et faire venir pour créer ce fameux projet d'autonomie en santé que l'on infère que tout individu peut être en mesure de porter, évidemment dans une étroite relation aux autres, et en particulier aux professionnels de santé, aux patients ressources ou partenaires, comme on dit, mais aussi dans une perspective maintenant de monde aux ressources finies. J'y reviendrai si j'en ai un peu le temps. Alors, c'est vraiment cette dimension praxéologique qui en fait une science de la transformation, et ce qui est intéressant dans la pédagogie, c'est que si elle aide une personne à s'adapter, elle a quand même pour mission, et nous verrons l'influence de l'engagement des patients, elle a une mission d'aide à la transformation d'une réalité ou des réalités en fonction de ce que la personne souhaite au regard de son projet. Alors, j'ai proposé à travers un peu ce préambule de partager avec vous deux temps. Un temps qui vise à comprendre les obstacles que nous rencontrons dans une structuration de l'éducation thérapeutique. On entend par structuration un modèle, ou en tout cas une démarche raisonnée, quelque chose qui permette une réflexivité lors de l'intervention, et non pas quelque chose qui rigidifie, qui fige les choses. Et puis, une hypothèse qui est celle que la compétence, c'est-à-dire ce concept très pédagogique, cette compétence du patient, voilà, apporte un éclairage ou signale aussi des transformations qui nous intéressent
pour questionner le devenir, l'évolution de cette pratique dite d'éducation thérapeutique. Alors, lorsqu'il s'est agi de dire mais comment allons-nous opérationnaliser l'éducation thérapeutique, il a été fait référence à ce qu'on appelle classiquement les approches systémiques, qui dès les années milieu du XXe siècle ont été considérées comme pertinentes pour viser des éducations finalisées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éducation finalisée? Qui se donne de concert avec l'apprenant des buts, voilà, des orientations précises pour réaliser, rendre service, combler des besoins, etc. Bien entendu, cette approche systémique s'inscrivait aussi dans l'émergence de modèles de planification de l'action inspirés de la santé publique à travers des modèles de Green, de Bartlett, etc. C'est-à-dire qu'il y avait, on peut dire, une convergence d'une manière de procéder pour asseoir des interventions d'éducation dont on dirait qu'elles gardent un caractère pertinent et réaliste. Et cette approche systémique avait pour but d'aider les équipes à concevoir une intervention, un programme, un dispositif, ou leur proposant des étapes de réflexion permettant finalement de décider ce qui semblait le plus intéressant, le plus pertinent au moment de l'action. Et donc, cette orientation a donné source, comme on va le voir, à des buts, discuter avec les personnes, avec les patients en particulier dans notre cas, et surtout, elle est visée à créer une rupture avec l'approche par thème qui avait été un peu l'élément clé des approches hygiénistes dans lesquelles les manuels de formation médicale disaient il faudra revisiter avec la personne les règles hygiéno-diététiques. Et on sait que les thèmes en pédagogie sont les lieux des malentendus, et en particulier peut être un malentendu sévère qui est celui de finalement la modélisation à l'insu de l'apprenant de conduite ou de contenu, parce que rien n'est défini. Et comme on va le voir, l'avantage d'une compétence, c'est qu'on peut résister à cette compétence, la refuser et dire au revoir à la personne qui la propose. Alors, ceci a conduit à une structuration de l'éducation thérapeutique dès 2007 en France, avec des avantages et des inconvénients. Je passerai rapidement sur cette approche qui est très classique, puisque finalement, on peut la retrouver partout. Mais on pourrait voir là l'idée de mieux comprendre la personne, ses besoins, puis mécaniquement, on va dire, voir un peu qu'est-ce qu'on peut proposer à travers un contrat, une entente morale, une entente de réciprocité, une accordance, voilà tous les termes qu'on emploie pour essayer de créer cette, alors autre terme, alliance thérapeutique, et puis comment s'y prendre pour mobiliser eh bien, la compétence, en tout cas les éléments qui vont permettre la mobilisation des soins dans le contexte de vie de la personne. L'approche systémique signalait et souligne l'importance d'une évaluation, mais pas d'une évaluation, on aura compris, scolaire, c'est une évaluation formative, comme on dit, de renseignement et d'éclairage pour enchaîner après sur des suivis et des reprises éducatives. Voilà. Bon, c'est assez classique dans la démarche, cependant, elle permettait aux équipes de concilier plusieurs sensibilités, puisque finalement, chaque étape était un moyen de réfléchir comment s'y prendre avec la personne, sa famille, etc. Et donc, l'idée, c'était de dire chaque étape peut venir être enrichie de modèles théoriques ou conceptuels de telle manière, permettant que chaque influence peut prendre sa place dans une pratique d'éducation. On comprend bien qu'une éducation thérapeutique telle qu'elle se développe actuellement en France auprès d'enfants atteints d'autisme et atteints d'une complication rénale peut justement avoir un peu une texture différente en fonction de l'influence des références. Cependant, ce modèle a tellement été prégnant, très structurant, qu'il en a presque empêché la concertation et la mise en lien de modèles théoriques ou conceptuels, ce qui fait que finalement, elle a nui à sa propre évolution, puisqu'elle n'a pas été enrichie à travers d'autres modèles. Et enfin, finalement, la logique
en particulier animée par les soignants, était une logique de réduction de cette approche en shuntant des étapes. Et on comprendra facilement qu'une des étapes qui a souvent été shuntée, c'est celle de ce qu'on a appelé l'analyse des besoins, le diagnostic éducatif, avec cette idée qui imprègne souvent la logique un peu médicale de savoir ce qui est correct pour la personne ou de deviner ce qui lui semble correct. Et donc, finalement, avec ce modèle de structuration qui est appelé enrichissement, actuellement, nous nous retrouvons dans un modèle tronqué et finalement assez pauvre dans ces éléments. Alors, voilà. Alors, constat, l'idée, premier constat en tout cas, c'est que pourtant, il existe, l'éducation thérapeutique étant une pratique, il existe donc des sciences et des disciplines qui ont alimenté la compréhension d'un comportement, d'une attitude d'une personne vis-à-vis d'un problème ou d'un phénomène de santé. Et il est évident que psychologie de la santé, psychologie sociale, psychologie clinique, même psychanalyse, neurosciences, etc., ont contribué. On rappellera que la pédagogie, c'est un traducteur, au sens, dans une intervention modeste, banale, au quotidien, c'est un traducteur de toutes ces influences. Et donc, ce qui était assez étonnant, donc vous les connaissez par cœur, ces modèles, en particulier, alors que ce qu'on peut qualifier de comportementaliste ou de, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ils méritent d'exister et d'être utilisés pour certaines études, un peu moins d'ailleurs pour les pratiques. Mais ce qui est assez étonnant, voilà, c'est que, et j'ai mis le message avant, l'intégration de modèles dits pédagogiques reste absolument rare. C'est-à-dire que des recherches que nous menons, c'est comment on articule des dominantes de modèles explicatifs des comportements de santé à travers toute la littérature que nous propose la psychologie de la santé, la psychologie sociale, et puis j'en passe, avec des modèles pédagogiques qui existent, qui ont leur histoire et qui, convoquant l'apprentissage, peut avoir un intérêt dans cette approche d'éducation. Alors, ce n'est pas pour nous assommer, mais ce diaporama montre l'existence de nombreuses approches, modèles qui expliqueraient et qui expliquent l'apprentissage et comment s'y prendre. Ce qui veut dire que pour un labo comme le mien, c'est comment on articule tout ce que l'on sait de la psychologie de la santé, de la psychologie clinique, de la psychologie sociale, etc., vous l'aurez compris, avec ces modèles intégratifs. Alors, si on prend un exemple banal, qui est la carie chez l'apprenti boulanger. Le problème des boulangers, c'est qu'ils sont exposés soit par la gustation, soit par l'environnement des vapeurs à du sucre qui augmente la prévalence de carie chez eux. Et en fait, cette carie, je rappelle quand même que c'est la première maladie mondiale, mais comme elle est très banale et avec des perceptions de gravité faibles, elle n'est pas prise à bras-le-corps, mais c'est quand même la première maladie mondiale. Le comportement des apprentis boulangers sur lesquels il y a eu des recherches, a montré deux modèles explicatifs pour comprendre pour quelles raisons, finalement, ils ne développaient pas une prévention de la carie lorsqu'ils apprennent le métier de boulanger. C'est juste un exemple pour dire que s'il y a des modèles, ces modèles parfois sont très serrés, en tout cas sont assez limités par rapport à l'explication. Et pourquoi? Parce que ce sont souvent des modèles de recherche et pas des modèles pour adosser les pratiques. Et ce qui nous manque, comme vous l'aurez compris, c'est des modèles qui adossent les pratiques. Quand on parle de pratiques réflexives, quand on parle de pratiques raisonnées, on a besoin de faire référence à des modèles qui justifient. Alors, certaines disciplines préparent leurs praticiens, ça, je pense aux psychologues. Mais par exemple, pour les soignants, ils n'ont aucun modèle de référence lorsqu'ils interviennent. Dans le cas des préventions de la carie, les intervenants et concepteurs ont construit, et c'est le terme important, de référence, le Health Belief Model et le Health Action Process Approach. Bon, peu importe. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà. Bon, l'idée, c'est d'essayer d'adosser l'intervention d'éducation à travers un construit théorique explicatif
de l'attitude ou de la situation de la personne pour pouvoir après réfléchir à comment on va articuler le modèle pédagogique. Alors, vous voyez, c'est un construit. Donc, c'est une très grande fragilité théorique. D'ailleurs, on pourrait même crier au scandale de pouvoir associer. Et la preuve en est, c'est que les auteurs ont mis des pointillés de précaution pour montrer. Mais entendons-nous bien, nous sommes en pédagogie dans un souci de praxéologie avec l'idée que mon intervention, je peux l'argumenter au regard. Voilà. Et donc, ce qui nous manque en pédagogie et en tout cas dans l'éducation thérapeutique, c'est ces construits théoriques qui nous aident à envelopper, on va dire, la situation du patient, même si c'est une quête, et sur lesquels, après, on peut associer un modèle pédagogique, c'est-à-dire un modèle spécifique de l'apprentissage, en tout cas sur lesquels on va pouvoir travailler spécifiquement un objectif qui va contribuer au développement de la compétence de la personne. Alors, dans ce cas-là, les auteurs ont pris un modèle micro-pédagogique de Tardif, peu importe, qui peut se caractériser par l'attention portée à l'apprenant dans son système de conception, de perception, mais aussi de motivation à travers son registre métacognitif, et puis le souci de l'apprentissage par l'erreur, avec des choix de mémoire de travail et de mémoire à long terme, permettant des apprentissages significatifs en profondeur. Voilà, et ce qui veut dire que si nous avons des modèles, pour faire vite, de psychologie de la santé, ce que nous cherchons à combler, c'est le caractère elliptique parfois de ces modèles sur comment on fait pour soutenir l'apprentissage. Et c'est pour cela que nous convoquons des modèles pédagogiques. Ce sont donc des recherches très fragiles, mais qui nous permettent finalement d'asseoir l'intervention d'éducation thérapeutique d'une manière plus raisonnée que si simplement on se reste sur le F-Bini modèle, dont l'essence même au départ n'était pas d'expliquer comment il faut faire, elle expliquait l'explication du comportement, mais pour lequel il faut bien une réponse d'intervention que vont amener à ce moment-là le modèle pédagogique. Alors, je regarde ma montre parce que je ne voudrais pas, mais mon deuxième message, c'est le suivant. Le premier étant, relions beaucoup plus modèles pédagogiques, tels que décrits, avec les modèles qui visent à comprendre le comportement des individus par rapport à leur santé. Et une des médiations possibles, pas la seule, c'est l'éducation thérapeutique. La deuxième message, c'est de l'importance des compétences du patient. Pour quelle raison? Parce que nous inférons, au sein du laboratoire, que la compétence est un témoin, mais aussi un signal fort de l'orientation que l'on veut donner à l'apprentissage du patient, et surtout que la compétence, c'est un élément qui demande de nombreux apprentissages, qui permet de faire du lien entre des soutiens psychologiques et des soutiens pédagogiques. Voilà. Donc, la compétence casse l'histoire avec les thèmes. Vous allez aller à une séance d'alimentation en parlant à une personne atteinte d'un diabète de type 1 ou de type 2. Ça ne veut rien dire. Voilà. Si je vous dis, voilà, est-ce que vous êtes intéressé à aller à une séance qui vous permet de continuer à faire des repas avec plaisir tout en tenant compte, etc., ça parle un peu plus. Mais ce qui est fondamental dans l'énoncé de la compétence, c'est la production de résistance que cela permet d'opérer en termes de perception d'utilité ou de compréhension. Le thème n'a jamais convoqué ces processus, c'est pour cela qu'ils sont très hygiénistes au sens biomédicaux ou en tout cas paternalistes. Voilà. Et puis la compétence, ce n'est pas un one-shot. Voilà. C'est-à-dire que cela demande l'intégration de durée, de suivi, d'accompagnement pour créer est un grand mot, mais en tout cas pour soutenir des apprentissages en profondeur et sur la durée. Et puis cette compétence, elle a des caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle ne vaut que dans l'espace où elle est mobilisée, donc elle projette, en particulier les soignants, et grâce aux patients partenaires, dans les contextes de vie des personnes, lorsqu'ils ne peuvent plus aller voir ces contextes de vie. Elle est opératoire, c'est-à-dire qu'elle vise une transformation d'une réalité, un savoir-faire mobilisable, et puis elle est centrée sur la personne, c'est-à-dire qu'elle est construite sur un rapport de négociation dans ce qui vaut d'être mobilisé en fonction des potentialités
et puis de l'estime de soi, du registre d'autonomie, etc. Donc, elle est un lieu elle permet une formalisation d'intention majeure qui permet après de développer, selon la démarche systémique, une réflexion sur comment peut-on la mobiliser. Ce qui veut dire qu'on va aligner pédagogiquement ce qu'on va appeler des situations d'apprentissage pour aider la personne. Et enfin, on pourrait dire que ces compétences vont nécessiter un environnement, un contexte favorable à leur mobilisation. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle actuellement les environnements capacitants ou les libertés de bien-être. Environnement capacitant, c'est l'idée selon laquelle, même porteur d'une compétence, si je n'ai pas un environnement qui m'aide à la mobiliser, exemple, quelqu'un qui apprend à bouger, quasiment à revenir à un rapport d'activité physique, si le soir, chez lui, il n'ose pas sortir parce que c'est insécure ou tout simplement parce que rien n'est fait pour courir, on comprend vite que cette compétence acquise va vite se déliter ou va se tarir parce que l'environnement n'est pas capacitant. Parce que votre caméra est déplacée, donc on... Oh, pardon, excusez-moi. Ah, c'est excellent, Voilà. merci. Excusez-moi. Et puis, alors, la liberté de bien-être, voilà, c'est probablement ce qu'ont amené Sen, l'économiste indien, et qui a été énormément repris, en particulier dans l'engagement des patients, à travers l'énoncé de capacité, je dirais vite, qu'une compétence, il faut savoir la mobiliser, il faut avoir l'environnement pour la mobiliser, et puis maintenant, on sait qu'il faut une perception par son auteur, c'est-à-dire là, dans notre cas, le patient, que cette compétence s'inscrit dans un horizon d'acceptabilité de cette compétence, de justice sociale de cette compétence et d'éthique de cette compétence. C'est peut-être là que je ferai le seul lien avec un domaine où vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Dit autrement, on a cru longtemps que la compétence se suffisait dans un environnement, mais c'est la projection de l'auteur, donc du patient, dans ce rapport à l'environnement, dans une justice, une équité, dans la perception sociale qu'il a, qu'il va l'aider à mobiliser encore plus cette compétence. Alors, je vais simplement citer quelques influences pour montrer que ces compétences de patient évoluent, se transforment, et que si on y prend garde, si on les observe, si on arrive à trouver des espaces de formalisation, elles nous renseignent beaucoup sur vers quoi l'éducation, en tout cas vers quoi on va, et surtout comment l'éducation thérapeutique peut porter en tout cas sa traduction de soutien aux personnes. Alors, bon, il est clair que l'éducation thérapeutique a été portée par, en particulier la médecine, même si on n'a pas d'histoire, on n'a pas une socio-histoire de l'éducation thérapeutique, à l'instar de l'éducation pour la santé, qui est un peu plus documentée. Ce qui veut dire que, bon, pour l'instant, on dit c'est la médecine. Et d'ailleurs, on peut dire que, comme on le sait, hein, quand il n'y a pas de travail historique, l'analyse du présent et la projection sont un peu plus faibles. Reste que, voilà, on dit, on a mis en place l'éducation parce que les maladies chroniques augmentent et qu'on ne sait pas comment faire et on ne va pas hospitaliser tout le monde. Il faut donc que les personnes se prennent en soin elles-mêmes. Grâce à quoi? Une technologie médicale galopante, de plus en plus complexe, efficace pour certaines, et qui nécessite un transfert de la compétence médicale vers le patient. Et puis, on s'est rendu compte qu'en faisant cela, il fallait modifier le système de soins parce que finalement, ce système, vous le savez par cœur, n'est pas adapté au suivi de personnes atteintes de maladies chroniques. Et puis, quand même, Bury, 88, disait, mais il y avait quand même peut-être un autre courant, la prémisse de ce que maintenant on appelle l'engagement du patient, et qui était l'émergence du sujet acteur qui va concerner la personne vivant avec une maladie. Voilà. Alors, ça, ce sont un peu le registre, on va dire, un peu mythe fondateur qui sera vite déconstruit par un bon historien qui nous dira c'est un peu plus complexe et ça vient peut-être d'ailleurs et peut-être de plus loin. Ceci étant dit, voilà, très rapidement, pour laisser de la place au débat, cette éducation thérapeutique, à travers ses compétences, est influencée par, en particulier, la médecine. Bon, une influence médicale. Et cette influence médicale, elle est toujours étonnante,
c'est qu'elle ne s'intéresse pas à la personne, elle s'intéresse aux effets. C'est-à-dire que pour elle, l'éducation thérapeutique est un moyen pour les buts suivants. Donc, vous les voyez, hein, classiques. Et en particulier, en général, la demande d'éducation thérapeutique est faite pour améliorer l'adhésion thérapeutique. Donc, nous avons une médecine qui a soutenu l'éducation thérapeutique, mais dont il faut se méfier parce que presque elle oublie le patient, paradoxalement, au profit de ces objectifs qui peuvent être nobles, mais qui sont finalement des objectifs très centrés sur les effets de la maladie. Alors, à côté de ça, eh bien, comme je vous le disais, les disciplines type psychologie de la santé ont montré qu'être malade, ça produit des états, des processus mentaux, etc. Voilà, donc le cortège des représentations de la maladie, le sens attribué, les attributions causales, les perceptions de gravité. Toujours étonnant, hein, ce registre de connaissances est très mal enseigné dans les formations médicales. C'est-à-dire que les étudiants sortent avec une fragilité du qu'est-ce que c'est, mais surtout comment je le travaille. Voilà. Voilà. Et pourtant, concomitamment, c'est production. Alors, voilà. Ces compétences du patient ont tenté d'être formalisées à un moment, repris par notre haute autorité de santé, qui est un organisme en France qui donne les recommandations de bonnes pratiques. Et on peut s'apercevoir que cette haute autorité a clivé d'une certaine manière l'enjeu des compétences. Et voyez comment on est le fruit toujours d'une histoire, puisque d'un côté, on a repris des compétences d'auto-soin, voilà, c'est-à-dire qui sont quand même très centrées sur le soin, on va dire technique, résolution. Et puis, on a appelé adaptation à la maladie des compétences qui commencent à pointer ce qu'on appellerait psychosociale, enfin, quelque chose qui a, voilà, qu'on qualifiera très rapidement, en tout cas, de psychologique. Voilà. Et il était important de clarifier des compétences, mais l'erreur a été de les cliver. Ce qui fait que vous avez des programmes maintenant qui s'intéressent qu'à ça, et un peu à ça, ou parfois qu'à ça, mais ils oublient de faire les liens. Or, l'enjeu de l'éducation thérapeutique, à travers les compétences d'un patient, c'est de associer les deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer en termes de compétences d'auto-soin, par exemple, être capable de repérer des signes avant-coureurs d'une crise, tout en soutenant les processus d'estime de soi, de sentiment de compétence. Et tout ça, on le sait parce que dans les compétences, il y a un registre métacognitif, et ce registre métacognitif est alimenté par tous ces processus du rapport à l'estime de soi, le sentiment de compétence, l'estimation du degré de certitude. Voilà, donc un deuxième problème que nous avons eu, c'est en voulant clarifier les compétences, en essayant d'être un peu accessible, nous avons poursuivi un schisme entre le registre, on va dire, biomédical et le registre psychosocial. Et donc là, il y a une course contre la montre pour former, accompagner les acteurs pour dire non, c'est dans les deux, et donc dans le même temps que peut se jouer le développement de la compétence. Voilà. Et puis d'autres disciplines sont intervenues, comme les neurosciences, la psychologie, qui ont attiré notre attention. Et il faut bien voir que les disciplines se positionnent au regard de l'éducation thérapeutique de différentes manières. Il y en a qui les critiquent, il y en a qui les questionnent, il y en a qui simplement disent « tenez, chez nous, on a trouvé ça ». Mais la question, c'est comment on intègre tout ça, vous comprenez, hein, c'est ça le problème. C'est-à-dire comment on va développer des automatismes, des routines, mais en même temps des vigilances, de l'imprévu à travers ce que la neuroscience nous a apporté sur les comportements, ou comment finalement on assoit des degrés de certitude, des connaissances des personnes dans des situations incertaines. Voilà. Et donc, cette évolution, cette influence fait que ce sont les compétences qui les dessinent, qui les en tout cas, un peu les oriente et les maternelles. Alors, je ne vais pas développer toutes les influences de disciplines dans le temps imparti. La santé publique a été très contributive, peut-être plus en questionnement qu'en comment faire. Hein. Voilà. Comment l'éducation thérapeutique peut contribuer à réduire les inégalités sociales de santé,
Pensez-vous que c'est plutôt une gestion des risques versus qu'une éradication des risques? Oui, autonomie personnelle, mais évidemment sans moralisme ni paternalisme, et puis peut-être dans le souci des autres. Et puis, que faites-vous de ce qu'on appelle en fait l'illettrisme? Comment ces programmes d'éducation thérapeutique, à travers des dispositifs dits de prolittératie, de littératie organisationnelle, de littératie en santé, peuvent diminuer diminuer l'accès à des personnes illettrées à des programmes d'éducation thérapeutique et comment les programmes d'éducation thérapeutique peuvent être une opportunité pour des personnes illettrées de renouer avec des apprentissages fondamentaux que sont l'écriture, la lecture. Chez nous, en France, nous sommes à 8% de population illettrée. Ça veut dire que tous les soignants ont rencontré une personne illettrée qui a caché, masqué ce handicap alors que les réponses sont possibles. Voilà. Et puis, cette santé publique va questionner l'éducation thérapeutique à travers les problèmes de dispositifs, de pérennisation et comment tout ça s'intègre dans les systèmes de santé à travers une dimension beaucoup plus passionnelle. Et puis là, on revient sur la santé publique qui nous rappelle en 1998 les travaux de Wagner sur le Chronic Care Model, c'est-à-dire l'idée que l'éducation thérapeutique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour asseoir ce que je vous disais, le self-management, et qu'il faut aussi d'autres conditions. Et donc, ces conditions, c'est l'accès à des soins, et Dieu sait que c'est pas facile en ce moment, les soins de qualité qu'on met un peu sous le tapis parce qu'on ne veut pas montrer que finalement, est-ce que les soins sont de qualité et portés par des gens compétents et formés. Et donc, ça nous permet de relativiser, en tout cas de repositionner l'éducation thérapeutique qui, en France, pourrait être considérée comme la seule réponse unique au fait d'aider une personne à gérer sa maladie dans un système plus large où d'autres conditions et leviers sont nécessaires. Et puis, ils nous disent, mais fondamentalement, est-ce que l'éducation thérapeutique n'est pas dans une forme de continuum, une expression d'une éducation plutôt citoyenne à la santé, qui serait finalement l'éducation thérapeutique, une déclinaison contextuelle à un moment de la vie de cette éducation. Voilà, donc, et puis je terminerai peut-être là, voilà, d'autres disciplines et des auteurs ont porté leur attention sur cette ETP pour attirer l'attention sur les valeurs, valeurs et principes, on pourrait dire, que transmet l'éducation thérapeutique à l'insu ou pas à l'insu de ses acteurs, en quoi le ETP est une nouvelle forme plus subtile de la gouvernance des corps, une répétition des modèles de domination, et puis une normativité en acte. Donc, vous voyez, chaque discipline interpelle l'éducation et l'éducation, par ses acteurs, qui sont ceux qui sont, essaye de traduire ça dans des moments de tension. Et quand je vous disais que ça a des effets personnels, cet effet personnel, on peut le documenter à travers les tensions que vivent les soignants en particulier entre ces connaissances, ces enjeux et les possibilités d'intervenir en phase ou d'une manière cohérente avec ces enjeux. C'est souvent ça qu'ils décrivent comme tension personnelle et transformation jusqu'à quitter. Alors là, avec l'accentuation actuelle sur les services publics et de santé, avec parfois le fait de souhaiter partir parce qu'ils ne peuvent plus vivre ces enjeux et la repérage que cette éducation peut devenir un rapport de domination. Et puis, quelque chose qui n'est pas très abordé, et pourtant il y a un papier que j'ai retrouvé, c'est celui de jusqu'où faire porter la responsabilité du patient dès lors que le système de santé intègre dans son organisation, c'est-à-dire d'une manière pensée, les autosoins et met à disposition les moyens pour les réaliser. Vous voyez, ça, on ne l'anticipe pas beaucoup, parce que, bon, peut-être que là, on peut dire tout de suite, il y a des garde-fous qui disent, bon, pas la peine d'aller plus loin, c'est de la responsabilité des soignants, donner les moyens, mais le patient ne veut pas être responsable parce qu'il aurait été formé et éduqué des autosoins et de la qualité des autosoins qu'il délivre. Oui, mais de temps en temps, on voit revenir des situations où la sécurité sociale chez nous a interrompu les remboursements parce que la personne pour laquelle avait été prescrit un masque à oxygène pour la nuit l'avait retiré parce que c'est invivable d'avoir un masque la nuit, ou en tout cas, il faut vite dire à son compagnon ou à sa compagne tu vas vivre ailleurs, en tout cas dans une autre chambre, parce que le bruit, l'odeur même sont infernaux. Voilà. Alors, j'aurais pu continuer, mais peut-être, voilà, le professeur Racine me dira, ça suffit, il y en a assez. Mais en tout cas, il y a une dimension sur laquelle je terminerai, si vous me permettez, parce qu'elle est quand même très prégnante, et en particulier pour moi, qui a été une sorte de choc, c'est la rencontre avec l'engagement des patients. Et cet engagement des patients a
probablement modifier significativement l'orientation d'une éducation thérapeutique que je qualifierais d'adaptative jusqu'en 2014 chez nous en France, et puis transformative grâce à l'engagement des patients. Pourquoi? Parce que l'engagement des patients a amené déjà la notion, même si ce n'est pas l'engagement des patients, mais en tout cas les travaux de Fricker sur les injustices épistémiques. Et puis, elle mobilise la qualité de l'expérience des soins et non pas que la satisfaction, mais vraiment l'expérience des soins. Elle remobilise les travaux de Canguilhem et de Barrier à travers l'autonormativité. Et puis, elle ouvre ce qu'on disait, le bien-être capabiliste, c'est-à-dire l'idée que je peux développer des compétences de soins avec un horizon de justice sociale, et puis ces savoirs expérientiels qui sont devenus un élément relativement important. Je trouve que l'engagement des patients a bousculé l'éducation thérapeutique ou a réitéré des processus qui n'étaient pas suffisamment portés et qui nous reste maintenant à les traduire très concrètement dans les programmes ou les activités d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que là, il nous manque maintenant les compétences qui sont en phase avec ces enjeux d'influence de différentes disciplines qui voisinent, cheminent et qui fertilisent d'une certaine manière l'éducation thérapeutique. Voilà. J'en ai terminé sans conclusion, c'est comme ça. Voilà. Un grand merci. On a quelques questions justement qui ont été présentées et que je vais pouvoir présenter. On a une première question ici. Kosicha Bamazi écrit « On constate que l'éducation thérapeutique s'applique plus aux personnes souffrant d'une maladie chronique. En Afrique, comment peut-on capitaliser les compétences développées par les malades et leurs parents? » Et leurs parents? Oui. D'abord, vous avez raison. À l'origine, c'est une réponse aux maladies chroniques, si on peut parler comme ça. En fait, c'est une réponse aux personnes qui vivent avec une maladie chronique. Cependant, comme je vous le disais, on s'est aperçu que cet apprentissage, pour moi qui suis pédagogue, c'est un apprentissage significatif, authentique, en profondeur, transformatif, concerne toute situation de santé dès lors que la personne a un rapport plus ou moins long avec. Donc, je pense qu'il faut déjà dire que l'éducation thérapeutique, ce n'est pas que pour les personnes vivant avec une maladie chronique. Maintenant, la question de la mobilisation, c'est la question des espaces-temps. C'est-à-dire qu'en Afrique comme ailleurs, il s'est développé des programmes à partir du moment où, dans les structures de soins, et je pense que ce qui est important, c'est de modifier, de transformer, et je dirais de révolutionner, entre guillemets, les structures de soins, c'est-à-dire là où se joue l'enjeu, voilà, un enjeu majeur de créer l'espace-temps, c'est-à-dire ces temps dédiés. La lutte contre le VIH a montré la possibilité de créer des temps dédiés d'éducation, qui ont commencé par du counseling, puis de l'éducation, pour accompagner les personnes. Et donc, si on doit travailler, c'est comment on entre dans les parcours de soins, quels qu'ils soient, et à quel moment du parcours de soins on peut intégrer un temps dédié. Alors, bien entendu, qui dit temps dédié dit mobilisation d'un personnel, mais on s'aperçoit souvent que ce n'est pas tant rajouter du personnel que de modifier l'organisation, à minima, de l'organisation des soignants. Et c'est en réfléchissant à l'organisation des soignants que souvent les équipes autogérées disent, mais là, on pourrait insérer un temps dédié. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais donc la personne pourra retaper sa question en disant, il n'a rien compris, le monsieur. Mais c'est comme ça qu'on rentre, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en décrétant ou par un déclaratif, on rentre par le banal quotidien des structures. En rentrant par le banal quotidien, il y a toujours des interstices de possibilités, et là, c'est là où se joue la négociation de est-ce que c'est possible de produire un temps dédié, voilà, qui s'appelle éducation, ou enfin, voilà, éducation. D'accord, on a une deuxième question de Kamal, qui rejoint aussi une préoccupation que j'avais sur les retombées concrètes de l'éducation thérapeutique, à savoir comment on peut les évaluer, les mesurer, les apprécier. Et ici, la question est, quel est l'apport de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients asthmatiques? Alors, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a un consensus au sein des fêlés de l'éducation thérapeutique
je dis bien les fêlés, hein, pas tout le monde, qu'il n'ait plus besoin de démontrer alors efficacité de l'éducation thérapeutique. On s'appuie uniquement sur les publications. Alors, dans l'asthme, c'est Friedman, voilà, chez les enfants asthmatiques, qui ont montré, alors par les codes de la recherche quantitative, hein, mais voilà, randomisée, même si ça peut paraître bizarre, voilà, ils ont montré des effets. Donc, et il y a quand même des effets documentés dans l'insuffisance cardiaque. On sait maintenant qu'une personne qui n'est pas éduquée dans l'insuffisance cardiaque a de plus grandes chances de mourir qu'une d'elle qui n'est pas éduquée. C'est documenté au niveau international. Eh bien, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, ce qui nous conduit, nous, à dire, ce n'est plus l'efficacité qu'il faut apprécier, c'est ce qu'on appelle dans une évaluation réaliste, ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne et dans quel contexte ça fonctionne pour donner matériaux d'exemple à d'autres collègues pour concevoir et intégrer des éducations thérapeutiques. Donc, si je dois répondre, la documentation sur l'asthme, le diabète, les maladies les plus prévalentes, mais aussi les maladies rares, constate un effet positif sur les incidents, les diminutions de complications, les réductions, etc. Ce qui veut dire qu'on peut toujours continuer, c'est toujours, voilà, mais l'effort à fournir en termes d'évaluation est plutôt sur comprendre pourquoi ça fonctionne et dans quel contexte. D'accord. Et maintenant, on a une question de notre collègue Marie-Pascale Pomé qui vous salue Bonjour chaleureusement Marie-Pascale. et qui demande, peux-tu expliquer comment tu fais le lien entre l'éducation thérapeutique et le modèle de Montréal d'engagement des patients et de reconnaissance des savoirs expérientiels? Eh bien, on pourrait, alors je vais dire à Marie-Pascale que on peut y répondre par la participation des patients. C'est-à-dire qu'un des acteurs principaux de l'éducation thérapeutique qui a pris place maintenant, c'est le patient dit ressource ou partenaire, et que selon le modèle issu de Karman, on peut positionner en fonction des savoirs et peut-être des compétences les patients au regard de ce qu'ils peuvent apporter à un moment donné de leur trajectoire. Exemple, dans un programme d'éducation thérapeutique, on peut avoir des personnes qui ont encore une difficulté à passer de leur savoir implicite, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu, auprès d'un savoir un peu plus explicite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils déduisent ou quelle est la leçon qu'ils tirent de cette expérience de vie et comment ils en tirent finalement un savoir un peu expérientiel. Eh bien, il y a des personnes qui peuvent être invitées dans un programme pour donner simplement une expérience, voilà, à travers ce savoir un peu implicite, pour lesquels ils n'ont jamais totalement réfléchi à qu'est-ce qu'ils pouvaient en tirer. Mais leur exemple suscite des interrogations. Et puis, si la personne passe à un niveau plus de savoir explicite, c'est-à-dire capable déjà de tirer pour lui-même des enseignements, il peut être situé dans un programme différemment. C'est-à-dire qu'il peut commencer à aider l'autre à peut-être susciter lui-même chez lui une réflexivité, un travail un peu plus métacognitif. Alors, je dirais à Marie-Pascale, en fonction du savoir et du niveau d'explicitation et je dirais de compétences issues de ce savoir, nous pouvons aider les gens à se situer dans les invitations à contribuer à des programmes d'éducation. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle les patients experts sont des patients qui peuvent très bien avoir une contribution, peut-être pas dans un programme en lui-même, dans une pensée de dispositif de programme à un niveau régional, avec les possibilités qu'ils ont d'aller chercher ailleurs des expériences qu'ils n'ont pas vécues, mais dont ils infèrent que ces expériences peuvent être utiles à des réponses locales. Voilà, à chaud. Mais Marie-Pascale continuera à me challenger. D'accord, donc c'est excellent. On a une personne ici qui va présenter sa question. Oui, bonjour, mon nom est Keltoum Zriwil, je suis étudiante en éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke et je suis aussi doctorante en médecine de l'Université de Montréal.
Puis, c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire. En fait, justement, à l'Université de Montréal, on nous présente le partenariat patient au début de la formation médicale. On nous présente donc des conférenciers qui sont des patients partenaires, qui nous sensibilisent à leur réalité et qui nous parlent plus en détail de leurs besoins en tant que patients. On nous sensibilise à la notion de projet de vie, donc, et on nous invite à penser nos soins de façon personnalisée. Bref, donc en théorie, il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées et honnêtement, je trouve que ça touche les futurs médecins. Par contre, en clinique, c'est pas vraiment abordé comme thème, hein, l'éducation thérapeutique, le partenariat patient. Je voulais savoir pour vous, vaguement, comment est-ce que ça pourrait s'articuler, ce genre de pédagogie médicale en faveur d'une collaboration patient-médecin? D'abord, enfin, rendez grâce à vos enseignants de vous initier dès le début de votre formation à l'engagement des patients, à la participation des patients, et puis d'en avoir, parce que en France, c'est un courant qui essaye d'introduire, mais il n'a pas encore des positionnements très légitimés, ou en tout cas, ça reste encore difficile. Ça viendra, évidemment, mais c'est déjà remarquable hein, à quoi vous avez pu être exposé. Maintenant, si vous voulez, le rapport à la clinique, c'est pour moi toujours le rapport à l'intervention. Et cette intervention, elle dénote souvent soit des modèles historiques, en particulier en médecine, où on n'a pas besoin déjà d'assises théoriques pour intervenir, c'est des modèles de logique d'action. Et puis, peut-être que, et donc, cette partie de mise en acte est souvent un peu faible dans les programmes généraux de formation médicale. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir des enseignants, eh bien, je dirais, au lit du patient, c'est-à-dire des enseignants patients au lit du patient. C'est-à-dire que si on pousse le raisonnement, il faut qu'il y ait un statut d'enseignant qui se positionne dans les cliniques, qui se positionne dans les services, alors tuteur d'étudiants ou peut-être médiateur même en termes de fonction de médiateur dans les services. En tout cas, il faut une exemplarité. Il faut une traduction d'exemplarité. Exemplarité ne veut pas dire ce qu'il faut faire, c'est simplement un exemple qui me permet de construire mon propre exemple. Et pour cela, il faut être exposé. Et donc, il faut que l'institution ouvre les possibles de rencontres entre étudiants dans la clinique avec des patients ressources. Alors, ça arrive, ça se fait, mais ce n'est peut-être pas suffisamment systématique et à des moments précis de la rencontre pour favoriser la traduction de votre compréhension en compétences. D'accord. On aurait le temps peut-être pour une question qui me semble peut-être assez directe et intéressante aussi à la fois. Une personne anonyme écrit: quand on parle d'éducation thérapeutique, est-ce que les stratégies pédagogiques sont adaptées également aux aidants naturels? Est-ce que les aidants naturels sont considérés dans l'équation? Oui, c'est-à-dire que pour aller plus vite, on parle de patients, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une systémique ou familiale ou de population. Donc, par exemple, une des disciplines, pour parler comme ça, voilà, qui est la diabétologie, a initié très tôt ce mouvement de l'éducation thérapeutique et décline depuis plusieurs années des programmes pour l'enfant, par exemple, pour les parents, mais maintenant pour les grands-parents, pour l'assistante maternelle ou la babysitter, etc. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut être concerné à minima ou à maxima dans une approche d'éducation thérapeutique dès lors qu'il contribue à un moment à soutenir chez l'enfant ou l'adulte ces conduites d'auto-soin. Donc, il faut entendre par patient l'ensemble des acteurs concernés et acceptant l'enjeu de l'auto-soin à un moment donné dans leur histoire de vie. D'accord. Donc, juste avant de conclure, je vais mentionner quelques questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Il y avait une question de Kamal sur l'expérience française dans l'éducation thérapeutique nutritionnelle. Bianca Nugent avait une question sur l'éclairage, l'éducation thérapeutique, sur des conditions de neurodivergence, à savoir si c'était une situation qui était en fait
compatible avec le soutien continu au bien-être des personnes et quel éclairage offrait l'éducation thérapeutique. Et on avait aussi une question de Clara Dallaire, qui est justement une des responsables de la programmation pédagogique aux facultés de médecine et de santé de l'Université de Montréal, qui nous demandait de discuter de l'incertitude liée aux soins hospitaliers et l'éclairage de l'éducation thérapeutique dans l'acceptation de l'incertitude et la tolérance dans les soins à domicile. Donc, beaucoup d'autres questions. On était une bonne centaine avec les gens sur les différentes plateformes aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier, professeur Gagnard. Merci tout le monde d'avoir si activement participé. Merci à vous de votre patience. Vraiment plaisir, vraiment très, très plaisir. Et on a une prochaine conférence le 13 octobre prochain, une analyse politique des barrières à l'accès aux données pour la recherche en santé par Damien Contandrio-Poulos. Donc, on se redonne rendez-vous. Et un grand merci encore. Merci pour votre invitation et merci pour votre écoute, en tout cas. Vraiment très, très agréable. Merci. Et, bonne soirée à vous. Bon après-midi. Et bon après-midi, alors. À bientôt, en tout cas. Merci. Au revoir.